BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microélectronique. Bonjour. Bonjour. Alors au lendemain de cette feuille de route que vous avez présentée effectivement au marché, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 5 ans, Oui. alors que vous êtes aujourd'hui, je regardais, à 12. C'est pas mal en 5 ans de quasi doublé. Comment on fait pour faire ça? D'abord, c'est vrai que la demande en semi-conducteurs, en puces électroniques est colossale, que vous êtes un acteur français, franco-italien, et que effectivement, dans le cadre de la souveraineté, vous êtes un des acteurs centraux en Europe. Non, mais je pense qu'il y a d'abord la dynamique des marchés qu'on adresse. Donc, nous, on prévoit une croissance à peu près moyenne de 8-9% sur les années qui viendront. Après, il y a notre positionnement sur des marchés qui sont vraiment tirés par des tendances de fond, Ouais. donc l'automobile et le secteur industriel, donc avec l'électrification qui est bien connue des véhicules et la digitalisation. Et en fait, tout ça, c'est soutenu par des objectifs de décarbonisation. Donc ça, c'est les tendances de fond. Après, la troisième chose, on a des grands projets avec des grands clients. Qui sont bien connus dans tous les secteurs. On peut leur donner les gros. Oui, c'est Apple, c'est Tesla, c'est Bosch, BMW, c'est Renault, c'est Google, c'est tous ces gens, quoi. Et puis après, les conditions nécessaires, c'est transformer ça en réalité. Ouais. C'est-à-dire investir et monter nos usines. Bon, ST, on a toujours investi en France et en Italie. Et donc, on a une énorme usine à Milan qui est en train de se construire, qui est finie d'ailleurs, et qui va démarrer en fin d'année. Et puis à Crolles, on a une expansion majeure de l'usine de Crolles. Bon, et tout ça, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre 20 milliards dans la fenêtre de temps 2025-2027. Bon, on a mis une fenêtre de temps parce que on n'est pas à l'abri, d'un marché qui, à un moment donné, pendant 12-18 mois, se ralentira un peu, quoi. Est-ce qu'on reste sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire des semi-conducteurs spécifiques, vous l'avez dit, pour des secteurs en particulier, on n'est pas dans les gravures les plus fines, mais on est en revanche sur l'architecture assez complexe. Est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce que vous avez envie parfois de faire des petits pas de côté? Non, on s'adapte dynamiquement, mais les fondamentaux stratégiques de la société, le modèle opérationnel, les technologies sur lesquelles on se focalise et que l'on développe, les technologies que l'on va chercher en partenariat, ça, on n'a pas changé ça. Et par contre, ça évolue. On a fait une publication il y a récemment avec SOITech, Global Foundry, qui est une grande fonderie américaine, et le CEA-Leti, sur la technologie FDSOI, en disant, voilà, oui, le FDSOI, c'est une technologie qui permet d'optimiser énormément la consommation des composants. Donc, qui va dans le sens de la décarbonisation et qui permet aux produits qui utilisent cette technologie de consommer nettement moins. Et là, on s'est engagé à développer des nœuds technologiques beaucoup plus agressifs que ceux actuellement. Est-ce qu'il y a toujours une pénurie sur ce marché? Est-ce que vous avez des difficultés, vous, à fournir vos clients, justement, l'industrie automobile, les télécoms? Vous avez quand même, au premier trimestre, c'était le trimestre pas des cataclysmes, mais des choses inattendues. On a quand même eu la guerre en Ukraine. Je rappelle que vous en importez des gaz, le xéon, l'hélium, le néon, je pense, de là-bas. Il y a eu les confinements. En Chine, vous avez quand même une usine à Shenzhen qui a dû être confinée pendant 15 jours. Vous avez des sous-traitants à Shanghai. Vous en êtes où aujourd'hui, en Chine notamment? Shenzhen a réouvert, donc oui, effectivement, l'usine a été fermée 2 semaines, donc bien sûr, on est complètement aligné avec les décisions des autorités locales. Ensuite, Shanghai. Donc Shanghai, ça a été un confinement extrêmement difficile. Ouais. Puisqu'on a des bureaux de vente et des bureaux de conception de produits ou de laboratoires. Donc nos personnels ont été confinés. Alors on les supporte psychologiquement, puisqu'ils peuvent appeler 24 heures sur 24 une cellule psychologique qu'on a mis en place. On les a approvisionnés en nourriture, parce qu'on savait que c'était assez léger de ce point de vue-là. On les a supportés, et puis on s'est adapté. Mais je peux vous dire que oui, c'est assez sportif. Et puis après la guerre, après la déclaration de cet épisode tragique, nos fournisseurs nous ont indiqué que rupture de gaz, néon, xéon, hélium, on a trouvé des solutions. Ça vous est trouvé ailleurs?
En travaillant avec les grandes entreprises et nos ingénieurs trouvent des solutions. On ne parle pas de changer les gaz, parce que c'est trop compliqué, mais des sources alternatives, qualifier d'autres usines, etc. Vous savez, tous ces 3 dernières années, les relations, soit avec nos clients, soit avec nos fournisseurs, elles se sont énormément rapprochées. Et les gens comprennent et franchement ont des attitudes extraordinaires et trouvent des solutions. Et par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas de problème pour honorer vos contrats Non, on est couvert jusqu'à première partie de l'année 2023. Avec des stocks notamment voilà, de composants Voilà, et là, on est en train de se couvrir sur 2023-2024. Quand on vous dit de se couvrir, ça veut dire que par rapport à il y a 3-4 ans, il y a moins de just-in-time, vous faites plus de stocks de précaution? Non, c'est déjà se couvrir avec des contrats. C'est-à-dire qu'on donne des contrats à long terme avec des commandes non annulables et avec des prix garantis à nos fournisseurs. Ce que font nos clients aussi avec nous. Et justement, quand on voit l'évolution de votre chiffre d'affaires qui progresse, vous l'avez dit, 7-8% par an, mais je regardais votre chiffre 2021 pour le reprendre, 2 milliards de dollars de résultats, plus 80%, ça veut dire que vous avez le pricing power, c'est de votre côté quand même. Non, mais il y a 3 éléments en fait qui contribuent à la profitabilité. Donc effectivement, il y a les prix, mais encore une fois, sur les prix, on passe les prix d'inflation que nous, on subit à nos clients, mais qu'on abaisse par nos propres améliorations d'efficacité. C'est bien que vous puissiez le faire, parce que vous avez vu, nous on a parlé aujourd'hui dans l'agriculture agroalimentaire, ils n'arrivent pas à passer le prix à la grande distribution. Oui, mais là il y a un point qui a été important que je veux souligner, c'est le cash flow qui est généré par la société, la trésorerie qui est générée par la société. 75% de cette trésorerie, elle est réinjectée en investissement industriel. Donc si vous voulez, avec nos clients, c'est win-win. C'est-à-dire qu'on investit pour supporter la croissance. Ils savent que les hausses de prix vont contribuer à investir. Nos chiffres sont publics. Quand on dit qu'on va faire un EBITDA de 35%, 15 milliards, 35%, donc c'est 5 milliards, beaucoup, on va faire quasiment 4 milliards d'investissements. Donc si vous voulez, nos chiffres sont réels. On ne va pas, et même si ça leur plairait, je pense, passer 4 milliards à nos actionnaires. Non, avec nos actionnaires, on est clair, on dit voilà, notre stratégie c'est de la croissance, de la création de valeur par la performance d'entreprise, et à nos clients, on leur garantit une indépendance stratégique en réinjectant le cash dans des investissements. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce n'est pas dans tous les secteurs économiques comme ça que ça se passe. Là, vous dites, en fait, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde sait que si on ne passe pas les prix et si on n'a pas une gestion saine de la valeur, dans l'ensemble de l'industrie, on sera tous perdants. Oui, exactement. Et je pense que c'est une grande force. Une grande force, mais vous savez, hier, à notre Capital Market Day, on avait 35 vidéos de clients. Je n'ai jamais vu ça. Et maintenant, je connais quasiment tous les CEO du secteur automobile et industriel. Et je pense qu'on a tous compris cette dynamique. Pour peu qu'on soit bien transparents les uns envers les autres, de trouver les solutions, de voir où est-ce que la valeur peut être bien partagée. Et surtout, la prise de conscience que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie clé. Monter une usine, ça demande 2 ans. La montée à sa cadence nominale, ça demande 2 autres années. Et on ne peut plus raisonner à capacité infinie en disant les composants, c'est des commodités. Comment ça se passe en termes de force de travail? Vous avez 48 000 employés. Oui. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver les compétences dont vous avez besoin en ce moment? Dans les 3 dernières années, on s'est donné comme objectif sur le dernier plan à 3 ans, c'était d'embaucher 1000 ingénieurs de recherche et développement. On en a embauché 1100. D'accord, donc vous y arrivez. Donc on y arrive. Et maintenant, quand on sonde, entre guillemets, nos employés, on fait tous les ans une enquête d'opinion, 80% de nos employés disent que ST, c'est une bonne place pour travailler. Donc ils partent pas. Donc ils partent pas, mais on les chasse. C'est-à-dire que nos compétiteurs viennent chasser nos employés, que ce soit en Italie, ou que ce soit en France, ou que ce soit en Asie. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on aborde. J'ai encore une question. Je regardais votre cours de bourse, combien vous étiez payé, 7 fois à peu près l'EBITDA. Oui. J'ai vu que le secteur c'est 12. Comment vous expliquez ce décalage? Si vous voulez, il faut regarder ce qu'on appelle, dans les semi-conducteurs, vous avez quand même des familles très différentes. Vous avez des modèles sans usine, type Nvidia par exemple, ou Qualcomm,
sur des secteurs donc du digital. Et là, bon, effectivement, vous avez les standards de valorisation, ça va être plutôt 15 fois l'EBITDA. Ensuite, vous avez les secteurs de composants diversifiés comme nous, en plus industriels. Ah oui, c'est ça. Bon, là, c'est vrai que c'est plus 8, 9, 10 fois. Ouais. Bon, après, qu'il y ait deux fois handicap, moi, je ne peux pas commenter ça. Bon, quand je discute avec nos analystes et nos grands investisseurs, donc BlackRock, Capital, etc., bon, je ne ressens pas cette... après, il y a toute une partie d'investissement qu'on connaît pas. Ouais. Donc, ça m'est difficile de commenter ça. Bon. Ce qui est important, c'est la valeur fondamentale de la société, Ah ouais, les cash flows qu'on génère, etc. Vous nous avez convaincus. Non, mais je pense qu'ils étaient convaincus, oui. Bon. Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microélectronique, était l'invité de Good Morning Business.